Cette semaine, à l'émission, on fait une incursion dans le monde fascinant des ordures avec le plus célèbre écrivain vidangeur du Québec. Et nos journalistes posent leur regard sur tous ces marginaux qui ne sont pas du monde. Bref, nous non plus, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode où il sera question des marges de la société. Et nous avons trois marginaux avec nous. Valérie Laflamme-Caron, bonjour. Bonjour Antoine. Très heureux de te recevoir à On n'est pas du monde. Ça faisait un bail qu'on t'avait vu. Oui, quelques années, c'est ma première fois sur le nouveau plateau. Ça dit tout. Ça dit tout. Alors, bienvenue. Tu es une spécialiste des marges, en quoi? Je dirais pas ça. Je dirais que j'ai évolué dans les marges un peu, moi aussi, à certains moments, mais on va poser un regard un peu plus sociologique sur cette notion-là aujourd'hui. Très hâte de t'entendre. Ce sera en deuxième segment d'émission. Et James Langlois, bonjour. Salut Antoine. Collaborateur de longue date, journaliste pour le Verbe Média depuis 8-9 ans environ. Et là, tu viens à titre d'invité aujourd'hui. C'est spécial, c'est marginal. Mais là, la question, Antoine, c'est parce que tu nous présentes comme tous des marginaux, mais si on est tous des marginaux, est-ce qu'il y a encore une norme? Est-ce qu'on peut s'exclure de cette norme des marginaux? C'est une très bonne question. Il faudra définir tout ça. Ouais. Je vais essayer de le faire un peu. Je vais vous parler un peu de ma vie aussi, des lieux dans ma vie où j'étais en marge, on peut dire. Donc, on va essayer de regarder tout ça ensemble. Ça sera en dernier segment d'émission. Merci d'être avec nous, James. Et nous avons l'immense bonheur de recevoir un marginal. Ouais, vous êtes marginaux, mais je pense que Simon l'est encore plus. Simon Paré-Poupard, bienvenue à On n'est pas du monde. Merci de m'accueillir, c'est un plaisir. On avait eu le bonheur de t'accueillir aussi il y a quelques années dans le cadre d'un reportage que tu avais fait aux États-Unis. Tu avais publié chez nous dans le magazine Le Verbe un article intitulé « L'Amérique invisible » où tu t'intéressais à des marginaux, justement. Et là, tu viens, non pas à titre de journaliste, mais à titre d'écrivain. Oui. D'auteur. Tu as écrit un livre qui a fait pas mal jaser cet automne, un peu partout au Québec, qui s'intitule « Ordure, journal d'un vidangeur ». C'est presque du journalisme. Ben, c'est ça. C'est un peu... Comment tu qualifies ta démarche pour ce livre-là, Simon? Bien, on le mélange entre l'essai et le récit autobiographique, parce qu'effectivement, je pense que j'ai utilisé, là, moi je suis intervenant social de profession, fait que j'ai utilisé les témoignages que j'ai reçus lors de soutien ou de témoignages que j'ai eus de collègues. Il y a eu un travail journalistique à détailler des fois un peu les entreprises, à bien répertorier, bien, tu sais, comme asseoir le discours sur des faits. Puis ensuite, effectivement, peut-être un truc un peu plus universitaire qui est l'approche sociologique là, de chacune des informations, de la situer dans une société, par rapport aux normes, à la marge, qu'est-ce qu'on attend. Fait que c'est comme un mix d'un peu tout ce que je suis, ou ce que je suis devenu à travers le temps, peut-être. Ouais. C'est assez représentatif, c'est ça, de ton parcours aussi. Ouais. On aura l'occasion d'en parler en masse dans quelques instants. Merci infiniment, Simon, d'être avec nous. C'est vraiment un plaisir. Simon Paré-Poupard, bienvenue à On n'est pas du monde. Alors, à la fin de l'été 2024, ton essai Coup de poing a vu le jour sur les tablettes des libraires québécois. Ça s'intitule Ordure, journal d'un vidangeur. C'est publié chez Luxe Éditeur. C'est une plaquette là, de 137 pages. Et depuis, tu as été reçu sur à peu près tous les plateaux. Il manquait juste On n'est pas du monde, à peu près. Télé, radio, un peu partout au Québec, aussi dans les médias écrits. Tu as été bien accueilli. Ça a eu un très bon écho, ce livre-là. Dans ton essai, Simon, tu décris la réalité très crue du monde des vidangeurs. C'est un milieu vraiment... on pourrait dire à part, à bien des égards. Là, on pourra prendre le temps d'analyser ça. Mais tu passes de cette description-là très concrète à une analyse plus sociologique, voire même philosophique à certains moments. Est-ce que tu t'attendais à une réception comme ça de ce livre-là? Est-ce que tu disais « Ah ouais, je tiens quelque chose » ou est-ce que ça t'a surpris? J'ai posé la question à mon éditeur. Si lui s'attendait à ça. Ouais. En même temps, il a accepté le projet. Donc, il y croyait, mais il dit qu'on ne sait jamais. Probablement, ça dépend beaucoup d'une question de timing médiatique. Au départ, autant je me disais que ça pourrait être un livre méconnu, inconnu, qui passerait un peu inaperçu. D'ailleurs, c'est ce qui aide dans la rédaction.
Parce que si je savais que j'avais été autant vendu, si le livre a été autant vendu, peut-être que je me serais censuré. Parce que, et c'est ça, je pense que j'ai une approche sociologique, mais aussi intervenant, dans le sens que j'ai beaucoup d'égards et de soucis pour les gens à qui en fait, les portraits que j'ai donnés. Donc, j'avais quand même une préoccupation. C'est super personnel, c'est très intime même à certains moments, James. Mais je pense que c'est tellement inusité dans le sens qu'on entend si peu souvent parler de ce que font les vidangeurs que ça suscite la curiosité automatiquement. Là. Et voilà, ben c'est ça que j'ai senti, effectivement, James. Ouais, j'ai senti que y en a qui disent on attendait notre vidangeur au Québec, pour pouvoir comme être pas. Il y en a qui disent porte-parole, j'aime pas parce que je parle beaucoup, c'est mon témoignage à moi, mais quand même pour parler d'un discours qu'on avait de la difficulté à saisir dans l'univers médiatique ou l'univers social. Là. Fait que c'est peut-être ça que les journalistes, les médias attendaient, puis que j'ai eu la chance d'occuper. Donc, tu sais, autant c'est ça, peut-être j'aurais eu l'impression d'être passé inaperçu, comme je m'étais dit, peut-être je vais aller à tout le monde en parle. Tu sais, dans ma tête, l'univers des possibles allait d'un côté comme de l'autre. Il est déjà en réimpression. En fait, ça vient d'être fait. C'est quand même un succès de librairie, là, on peut le dire. Ça a très bien fonctionné. Félicitations. On le disait un peu plus tôt dans l'émission, un peu comme ton livre, ton parcours aussi se situe entre deux mondes ou entre plusieurs mondes, celui de la vie des idées, les lettres, l'analyse, le monde intellectuel et le monde on ne peut plus concret des vidanges, du ramassage des ordures. Parle-nous de ton parcours. Comment autant d'éléments qui pourraient sembler contradictoires se retrouvent dans la même personne? Ben là, c'est mon éditeur qui m'a encouragé à parler vraiment de moi. T'sais, au début, le récit est autobiographique parce que, bon, je sais pas si c'est une sorte de pudeur ou pour moi, la parole publique doit d'abord servir un peu l'intérêt commun, puis parler de grandes thématiques. Mais quand même, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a une valeur sociologique dans ce que j'ai vécu, c'est-à-dire on est vidangeur. On n'est pas vidangeur, je veux dire, on le devient. Puis on le devient comment? C'est par un parcours de vie. T'sais, effectivement, des fils de médecins, il y en a peu qui deviennent vidangeurs, pour ne pas dire presque aucun. Tandis que des pères vidangeurs engendrent souvent des fils et voire des petits-fils vidangeurs. Là, donc, puis ça j'en parle de Luc Boltanski en France, qui l'a fait sur les parcours des médecins. C'est quand même quelque chose qui se voit. J'ai pas fait d'études, mais moi, je le constate. Puis les seules personnes qui vont être de milieux plus aisés, socioculturellement, ben, ça va être des gens qui vont être de passage dans les vidanges, mais ne sont pas là pour rester. Puis des fois, ça leur donne même une vision biaisée de ce que c'est, parce que si tu y vas un été, tu te dis « Ah, je suis capable de le faire », mais attends, là, moi, je parle des gens sur lesquels le système se repose, là, que été comme hiver, sur 10 ans, sur 15 ans, avec l'usure, ils vont un peu maintenir en place la société par la collecte des ordures qu'ils occupent comme place. Là. Ouais. Fait que ça, c'est pas n'importe qui. Puis là, moi, ce que j'ai remarqué chez mes collègues, par leurs témoignages, c'est que c'est beaucoup de gens qui ont eu de grandes violences. T'sais. Pour pouvoir se faire violence, il faut soi-même être prêt à vivre la violence. Je pense à... Tu sais, c'est des histoires qui se disent, mais en même temps, il y en a un qui son père est alcoolique, chauffeur, puis il faisait dormir son gars dans une niche à chien, parce qu'il disait « t'es juste un chien ». Mais ce gars-là, après ça, il s'en va collecter des ordures. Ben lui, il est habitué, son corps est habitué de recevoir des coups, de les assumer, de les vivre. Un sportif de haut niveau, il fait le choix. T'sais, sociologiquement, il y a beaucoup de reconnaissance, soit monétaire ou socialement, on l'encourage. Ouais. S'il se blesse, on dit « ben non, continue ». Nous, c'est l'inverse. Les vidangeurs, t'as pas de tape dans le dos, t'as jamais rien. Moi, je me souviens que j'étais surpris qu'on applaudisse dans un cours quelqu'un qui avait fait un marathon. Moi, je cours pas dans la vie. Je cours pas, mais je cours beaucoup. Je fais 30 km mon vendredi en travaillant, puis je comprenais pas pourquoi on l'applaudissait, parce que j'avais peut-être pas les codes sociaux de la reconnaissance sportive de haut niveau. Mais nous, moi, je finis mon 30 km en courant dans de la neige, il y a personne qui va me saluer ou me... T'as pas des vêtements techniques là, de grandes marques avec des commanditaires. Là. C'est ça, c'est pas la même ambiance. Oui, James? Là, du peu qu'on connaît de toi, tu me sembles pas être quelqu'un qui était disposé à faire ça. Est-ce que tu es un marginal chez les marginaux? Non, j'ai eu une enfance quand même pas facile. Ouais. Moi, j'en parle. Mon père, c'était un alcoolique. J'ai eu mon lot. Après ça, ce qui est intéressant parmi les vidangeurs, j'ai constaté, là,
À droite, il dit la concurrence victimaire, là, beaucoup. C'est un terme que tu utilises en France. Les vidangeurs, on a tellement eu des passés tout croche que c'est un peu comme banal. T'en parles même pas. Tandis que si je m'en vais à l'université, je parle d'un père alcoolique, les gens, beaucoup de sympathie ou d'incompréhension, des questionnements. Fait que, vraiment, c'est banal. Tu parles même pas d'un père alcoolique, à part pour le dire au détour d'une phrase. Puis là, finalement, quand tu creuses, tu réalises qu'il y en a un qui dort dans une niche à chien. Puis qui en parle même pas, parce que pour lui, c'est sa réalité. T'sais. Fait que moi, j'ai constaté ça. Moi, j'ai un parcours, je crois, qui m'a amené à ça. Mais en même temps, je crois que j'ai réussi à faire un peu la paix avec mon passé. Puis, comme je dis à un moment donné, la différence entre peut-être moi et d'autres collègues, c'est la mobilité sociale. La violence symbolique s'arrête, ou en tout cas diminue lorsque tu as une certaine mobilité. Dans le sens que si toi, tu es pris... Qu'est-ce que tu entends par violence symbolique? Qu'est-ce que... Un citoyen qui te lance un sac, sans égard sur toi, là, physiquement. Là, le vidangeur, lui, la seule option qu'il a, il peut pas perdre sa job. Il est prêt peut-être émotivement à frapper le gars, lui relancer le sac. Mais quand même, ultimement, s'il perd sa job, il n'y a peut-être effectivement rien de mieux. Tandis que moi, j'ai quand même la chance, l'opportunité de faire d'autres choses. Puis ça change vraiment tout le regard, la frustration qu'on peut... En réaction, dans le fond, à la violence symbolique, comment on interagit. Je crois que la mobilité sociale, c'est un facteur déterminant. T'as pas le même sentiment de carcan ou d'impuissance. C'est ça. Parce que c'est ça, c'est intéressant. C'est quelque chose que tu as choisi. Oui, c'est sûr que tu es devenu vidangeur. Tu parlais de ton milieu d'origine, tout ça, qui était plus difficile, mais à un certain moment, tu as fait des études universitaires. Tu as pu faire le choix de continuer à pratiquer ce métier-là, que tu fais à temps partiel, là, pour des raisons de santé, je pense qu'on peut le dire, pour rester en santé, parce que sinon, c'est trop dur pour le corps. Qu'est-ce qui fait qu'un gars comme toi, on vient de voir, qu'est-ce qui fait qu'un gars comme toi rentre dans ce milieu-là, mais qu'est-ce qui fait qu'il y reste? Moi, ça s'est intégré dans ma vie, en plusieurs phases, disons. Là. Mais ce que j'ai ressenti immédiatement, c'est la solidarité envers les ouvriers. T'sais, moi, j'étais à 18 ans, on a l'éveil de pas grand-chose, finalement, à part notre petit nombril. Puis lorsque j'ai été travailler, je me suis dit, moi, pendant que je suis assis sur un banc d'école, il y a des gens qui forcent comme ça pour moi. Ça m'a bouleversé. J'ai eu immédiatement une grande solidarité avec les ouvriers. Puis ma mère me disait, comme la mère d'un ami à moi, mais tu sais, tu peux faire d'autres choses. Mais justement, c'est parce que je peux faire autre chose que je le ferai pas. Parce que sinon, ça impose qu'il y a des métiers qui sont voués à certains types de personnes qui ont eu effectivement peut-être moins de chance. Alors moi, j'ai pris ça comme un défi, puis en même temps, une démarche sociologique. Après ça, j'ai lu Robert Linhart, L'Établi en France, qui est un mouvement de sociologues qui ont dit on lâche les écoles, on s'en va sur le terrain, puis on pratique notre sociologie. J'ai essayé de syndicaliser une des places où je travaillais. Fait que tu sais, ça s'est intégré à un moment donné. J'ai commencé, c'est tous des... en tout cas, la plupart des vidangeurs, c'est des gens qui connaissent beaucoup la simplicité des choses, des biens, des produits, de la récupération, du recyclage. Fait que là, finalement, je ramasse tout, je donne à des organismes de charité des trucs que je trouve dans les déchets, je recycle. Ça s'est vraiment comme tout intégré dans ma vie. Puis là, je suis papa depuis peu, puis je ferai pas le sport. Moi, le sport, c'est important dans ma vie. Puis là, grâce à mon emploi, je fais 20 heures de sport par semaine. Un sport moi, je considère haut niveau. Fait que pour moi, c'est une aubaine, là. Il y en a qui payent pour faire du sport, puis moi, je peux en faire en étant payé, puis quand même très bien, là, un bon salaire. Alors, ça s'est vraiment comme imbriqué, intégré dans ma vie, puis là, c'est devenu même une passion. Il faut que ma femme m'arrête. J'aimerais ça travailler tout le temps, tout le temps. Ben, comme un sportif professionnel. Là, je me limite parce que je sais que ça peut maganer, ça magane le corps. Comment ça magane? On peut se l'imaginer, mais concrètement, en quoi c'est dur pour le corps de faire des vidanges? Ben, tu sais, comme là, j'ai eu une échographie du dos, puis j'ai des vertèbres comme usées, surusées. Là, pour mon âge, c'est terriblement usé. Là. Fait que, je commence à faire de l'arthrose dans la colonne. À toutes les années, je me blesse. Moi, dans ma tête, à toutes les années, je me blesse. Après ça, j'espère que ce soit pas trop grave. Je me suis fait hospitaliser quelques fois. J'aurais pu mourir. J'ai des coupures. Les ostéopathes qui regardent mes jambes, c'est plein de coupures. Fait que, parce qu'en ramassant un sac, il y a un objet qui sort. Un couteau, une vitre cassée. Le nombre de risques, puis ça, c'est dans un panel, là, dans un échantillon plus large, dans le sens qu'il y en a qui perdent des jambes, il y en a qui meurent. Fait, bref, moi, je me dis, tu te blesses, j'espère juste que ça ne sera pas gravement. Puis l'expérience t'aide, mais ça magane. Valérie? Donc, si je comprends bien, le revenu est quand même bon, mais à long terme, il n'y a pas le filet, si je peux dire, qui va faire en sorte qu'une personne va pouvoir aller au bout de ça
sans y laisser sa peau, finalement. Effectivement. Mais tu sais, c'est un sportif professionnel. Parce que nous, on dit 10 ans, un helper, quelqu'un en arrière du truck, c'est fini sa carrière. Comme moi, je suis considéré comme un vieux fini. Là. Les gens se demandent, c'est quand est-ce que je vais raccrocher mes souliers. Parce que ça fait plus de 20 ans que tu fais ça. Oui, 20 ans. Fait que, puis la compétition est là. Il faut que je suive des jeunes de 20-25 ans. Mais tu sais, on n'a jamais le salaire d'un sportif professionnel pour nous permettre d'avoir des belles conditions de vie. C'est pour ça que moi, ça se planifie. Comme un sportif professionnel, ça se planifie une retraite. Mais tu pourrais faire le choix de dire, je vais aller à l'intérieur du camion, puis je sais pas. Non. Oui, mais c'est plate. OK, c'est ça. Ouais, non, mais... C'est pas le même défi. T'aimes ça. Mais c'est ça, il doit y avoir quelque chose d'un peu d'une adrénaline. Ou incroyable, incroyable. De là, la passion. Là, puis moi, je dis, j'en fais beaucoup de formations, puis des boires, des vidangeurs, puis je veux dire, faut t'aimer ça. Pour t'infliger autant de douleur, il faut vraiment que tu aies un intérêt profond, là, que tu veuilles. Il y en a que c'est pour expier de la frustration, de la colère, mais sinon, tu as un désir de faire beaucoup de sport, mais sinon c'est bien trop violent. Tu arrives le soir, puis les premières journées, tu arrives, puis tu es mort. Là. Mais est-ce que tu es le seul comme ça ou tes collègues aussi ils vivent cette même passion-là? Ah oui, il y en a des passionnés. Ouais. Ça, je suis pas le seul. Ferrandez, j'ai passé après son émission, puis il dit l'école bleue, puis c'est vrai, le rapport, le vérificateur général de la Ville de Montréal a dit que l'école bleue n'aime pas ça, faire ça, c'est vrai. Moi, j'y ai dit, par contre, moi, je connais des gens qui adorent ça. Parce que ça dépend comment tu abordes le travail. Effectivement, si tu le fonctionnarises, comme en France, ça peut être plate. Mais si tu le... Puis là, c'est là le débat que j'avais avec un collègue lorsqu'on essayait de syndicaliser. Moi, j'aimerais ça qu'on soit considérés comme des sportifs. Comme les ouvriers d'antan, les bûcheurs, les draveurs. Il y avait moins de normes, moins de contraintes, mais en même temps, on respectait le fait qu'il y a des gens qui travaillent fort pour la société. Les vidangeurs sont prêts à assumer le risque. Ils aimeraient ça avoir une tape dans le dos puis un peu de soucis quand même et d'égards, mais ils assument le risque. Puis je pense qu'ils le font avec passion, intérêt, détermination. Tu l'évoques à quelques reprises dans le livre « Ordure, journal d'un vidangeur », Simon. Il s'est formé une sorte de communauté, on peut utiliser ce mot-là. Tu parlais de la solidarité. Il y a toutes sortes de gens dans ce groupe-là. Je vais essayer de te citer, là, c'est vraiment passionnant. Un rassemblement de marginaux, déviants, de complotistes antisociaux, d'excentriques, de personnes plus ou moins intégrées au monde normal. Ça forge notre identité de vidangeur. C'est une vraie communauté pour toi? Il y a une grande ouverture. Communauté au sens où on se reconnaît. On va se revoir dans les événements, mais on a surtout beaucoup de respect devant la charge. J'ai pas beaucoup parlé des femmes, mais les femmes qui sont dans le milieu, même s'il peut y avoir des propos parfois machistes, si une femme vient travailler, ils vont avoir un immense respect. Là. Même affaire pour la diversité, les gens de la diversité, il y en a de plus en plus, immense respect. Si tu forces, moi je dis, c'est l'égalité devant la charge. Les gens ont un immense respect si on force dur ensemble. Ouais. Fait que ça là-dessus, il peut y avoir une communauté. Par contre, si tu es là pour profiter du système, profiter des autres, là, effectivement, il n'y aura pas beaucoup de solidarité. Ouais. Il y a plusieurs paradoxes, là, on le voyait dans ton parcours, dans ce livre-là. À un moment donné, tu écris « J'aime le Far West, qu'est le monde des vidanges. J'aime me trouver sur la mince ligne qui sépare le propre et l'impropre. Le joyeux bordel des vidangeurs. J'aime que nous soyons un peu sans foi ni loi. Le pur, l'impur. » Il y a comme une espèce de dichotomie là-dedans. J'imagine que ça résonne pour l'enseignante en anthropologie, cette dualité-là. Il y a quelque chose de trippant. T'as lu ça aussi? Ou Oui, moi, ce qui m'avait surtout marqué, c'était quand même, c'est ça, cette liberté-là qui te donne quand même une posture particulière, tu sais, versus des gens, comme tu dis, qui ont pas le choix d'être là puis qui vont devoir, tu sais, s'user à la corde. Puis là, il y a toutes sortes de personnages, là, puis, tu sais, ça va quand même assez loin, là, parfois, là, puis... en tout cas, tu sais, on parle de marge et tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi une espèce de privilège d'être là avec son regard de sociologue. Parce que je pense que tu es formé en sciences sociales. J'ai une formation, oui. C'est ça. Puis, en tout cas, ça l'enrichit, puis ça donne une certaine distance. Fait que, tu sais, je voyais ça aussi, là, parce que je sais pas, tes collègues, là, si tu as discuté de tout ça avec eux, là, si pour eux, c'était même intéressant ou pertinent ou...
audible. Là. Des fois, on est dans notre bulle. Puis... Effectivement. Comment ils ont réagi, tes collègues? Très bien. Puis comme la première question, c'était un peu comment ça serait perçu et reçu. Ouais. Je pensais même pas qu'ils le liraient. Parce qu'en fait, la plupart de mes collègues, je me souviens, moi, des fois, j'amène un livre dans mon sac de travail, puis on me dit tout le temps, « Hey, c'est qui lit ici? » C'est qui ça qui lit? T'sais? Puis là, je suis un peu gêné même de dire... Dans ce sens-là, tantôt, je disais, t'es comme un marginal chez Marginal. Là-dessus, sur la lecture, clairement. Clairement. Mais tu sais, c'est assumé, là. Des fois, je lis dans mes pauses, mais tu sais, c'est un milieu où je suis un peu gêné de prendre un livre, là. Je me sens un peu mal à l'aise, imposteur. Fait que là-dessus, je suis très marginal. Mais sur certains autres trucs, tu sais, il y a vraiment beaucoup de marginaux dans les vidanges. Fait que... Puis, tu sais, on parle de paradoxe. Un des passages qui m'a marqué, c'est quand tu vas à Lorraine avec les déchets végétaux. Parce que moi, dans mon esprit, c'est ce qu'il y a de tout propre puis de plus beau, mais c'est là que ça devient le plus difficile, finalement. Puis, ce que les gens, là, tâchent d'éviter et tout ça, là. Donc, en tout cas, Ben, c'est que dans le fond, c'est comme si le système de gestion des déchets qu'on a créé, dans le fond, en Occident depuis les, mettons, 40 dernières années, a récupéré la collecte des déchets verts pour essayer de faire que ça soit beau et propre. Mais moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'un déchet, ça reste un déchet, puis c'est sale, mais il faut l'assumer, tu sais. Ça serait beaucoup plus écologique et simple et moins coûteux que de s'occuper soi-même de son compost. Mais les gens, comme, sont dans un réflexe de on paye des taxes pour mettre ça dans un système qui est souvent dominé par la grande entreprise au Québec. C'est subventionné comme le compost. C'est pas mauvais. C'est pas ça l'idée. C'est qu'on a de la misère à essayer de réfléchir le déchet, se le réapproprier. Puis à Lorraine, ce qui était paradoxal, c'est qu'on envoyait ça à la prison de Sainte-Anne-des-Plaines. Puis c'était des latinos qui ouvraient les sacs des gens de Lorraine, parce que c'est des sacs en plastique à cet endroit-là, pour s'occuper du déchet. Donc, tu sais, c'était facile pour un citoyen de dire avec des immenses terrains, de dire « moi, je mets ça là, je m'en soucie plus, j'ai un beau terrain », mais quand même, ça s'imbrique dans tout un système. C'est ce système-là que moi, j'ai eu la chance de voir, puis que j'essaie de partager. Puis tu sais, chaque situation où on est, tu sais, comme a ses défis, puis a sa part d'ombre que je crois qu'il mériterait d'être exploré. Mais moi, j'arrête pas d'essayer de convaincre ma femme de l'absurdité de mettre des feuilles d'un arbre dans des sacs sur le bord du chemin. Ben, on a un peu le même combat. On l'invitera à écouter cet épisode dont On n'est pas du monde. Simon, tu te fais très critique du capitalisme à plusieurs moments. Il y a l'espèce de déni collectif. Là, tu viens bien de le nommer là, aussi. Là, on veut juste que ça disparaisse, le résultat ou le résidu de notre surconsommation. On est dans le déni complètement, individuellement, collectivement. Ça, je pense que ça fait... En tout cas, j'allais dire, ça fait l'unanimité. C'est assez facile à comprendre. C'est des idées aussi qui circulent dans des milieux intellectuels. Là où je trouve que ton discours se démarque, va plus loin, en tout cas, c'est sur la critique même du concept de progrès. J'aimerais t'entendre là-dessus. Mais c'est ça, c'est le modèle qu'on a choisi. Mais en fait, que la société a décidé d'aller vers sans qu'on comprenne ou sache l'origine de, mais c'est le système de la gestion des matières résiduelles. T'sais. Ça, il y a une grande compagnie, la plus grande aux États-Unis, qui s'appelle Waste Management. Fait que c'est un peu de cette logique-là qu'on prend ça. Puis moi, ce que je dis, c'est que pour que le capitalisme prospère, parce que présentement, il est beaucoup lié à la consommation, il faut qu'il y ait un système de gestion des matières résiduelles hyper productiviste. Hyper productif, puis c'est le progrès qui l'accompagne. C'est ce qu'on appelle les camions à benne tasseuse. Ça peut être les robots maintenant à chargement latéral. Ouais. Même si on ne va pas vite, comme dans certaines municipalités où ça va pas vite, comme je le décris dans mon livre, ça reste qu'on collecte les déchets à une rapidité qu'on n'a jamais collectée. Dans d'autres sociétés, je veux dire les sociétés d'avant, au Moyen-Âge, ou peu importe, où tout était plutôt ramené dans les cycles, où le déchet, puisque c'était pas facile de s'en départir, on était un peu plus pris avec, donc on le rangeait de côté, on le gardait plus tard, on essayait de le composter chez soi. Fait que, tu sais, ça, on s'est fait amener dans ce système-là de gestion des matières résiduelles que la grande entreprise a vu de l'argent à faire. Ça, il y a un journaliste qu'on a ici au Canada, Harold Crooks, qui l'a énormément détaillé dans plusieurs livres coups de poing qui ont passé inaperçu peut-être par la rigidité ou la rigueur de son travail, mais il le dit clairement. Là, je veux dire, les grandes pétrolières ont vu le pétrole, mais les grandes compagnies de gestion des déchets ont vu les déchets. Là. C'est de l'argent... c'est pour ça que je dis des 3 R. Si le premier, c'est refuser ou réduire, le deuxième, c'est réparer, le troisième, c'est recycler, les 2 premiers, ça se marchandise très mal. Puis ça participe pas vraiment de la productivité, mais beaucoup plus... d'une certaine décroissance. Fait que, tu sais, le progrès dans au nom de l'idolâtrie du progrès, au nom du fait qu'on a vraiment...
on voue un culte au progrès, on refuse de réutiliser ou de réduire notre consommation et on va se concentrer plutôt sur le troisième R du recyclage parce que ça sert bien tout le monde, finalement. C'est ça. C'est la facilité, on met ça dans un bac, on se casse pas trop la tête. On se libère la conscience. Puis on s'émancipe de nos prédécesseurs, nos grands-parents, qui, eux, pourtant, étaient beaucoup plus dans cette logique-là. Tu sais, d'avoir, moi, ma femme, son grand-père, c'était un fermier, puis dans une ferme, il y avait plein de trucs. Il n'allait pas chercher sur Amazon facilement ce que tu avais besoin. Il n'y a rien qui se perd. Il n'y a rien qui se perd. Tout avait une immense valeur. Nous, puisqu'on peut jeter facilement, c'est comme si tout devient, dans le fond, perd de sa valeur. Perd aussi de la force que ça devrait avoir, tu sais, comme produit dans une chaîne qu'on n'est plus capable de voir, parce que c'est trop facile de s'en départir, à mon avis. À aucun moment, on sent une espèce de victimisation dans ton livre là, du monde des vidanges ou des vidangeurs. Et je pense que c'est une des grandes forces de cet essai-là. C'est une description. On sent beaucoup d'amour. Hein. Il y a une phrase... des fois, aimer, c'est se taire. Je ne sais pas trop, je me souviens plus exactement. C'est tellement touchant. Il y a aussi du cœur dans ce livre-là, Simon. Je pensais à l'espèce de gang de bigarrés, un peu excentrique, comme tu le dis. J'imaginais, si le Christ revenait aujourd'hui, est-ce qu'il se ferait vidangeur, tu penses? Ben, j'ai l'impression qu'il serait quand même près d'eux. Parce que c'est des gens, on est près du peuple, on est près des citoyens, on sert tout le monde, on aide la République, le bien commun. T'sais, je crois qu'il y a beaucoup... En fait, c'est ça que j'essaie de montrer, c'est que c'est des gens qui sont très utiles, puis qu'en plus de ça, ils ont trouvé quelque chose à faire d'utile dans leur vie. T'sais, j'en ai un que je décris qui il dit, moi, je renais, je vendais pour les Hells, puis il dit, j'avais besoin d'adrénaline, vie difficile, ben écoute, il a fait des vidanges. Je dis, ça peut pas être plus adaptatif. Là. Lui, il allait chercher son adrénaline, là, il a arrêté de vendre. Fait que, tu sais, il y a comme une sorte de rédemption à travers ça. Là. Fait que, clairement. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie. J'avais un autre collègue qui me disait j'ai même pas un secondaire 5. Le salaire qu'il me donne, c'est suffisant. Je devrais pas demander plus. Mais je dis si tu considérais la valeur que ton travail a dans la société, tu pourrais demander beaucoup plus. Puis en plus, tu as réussi à aller chercher ça, de faire ça de ta vie malgré tout ce que tu as eu. Ben, franchement, tout le mérite est à toi. Là. Tu le dis bien à un moment, Simon. Il y a eu des grèves dans l'histoire de l'Occident, des grèves de publicitaires, des grèves de banquiers. Le monde a continué de tourner. Les vidangeurs font la grève une semaine, là, on en entend parler pendant des mois à la radio. Ça montre à quel point vous êtes des travailleurs essentiels. Merci. Et c'était essentiel que tu sois avec nous aujourd'hui. On poursuit la discussion, évidemment, sur le monde de la marge. Mais déjà, c'est très bien entamé. Merci infiniment, Simon Paré-Poupard. Merci beaucoup. Valérie Laflamme-Caron, bonjour. Antoine, bonjour. Tu es chroniqueuse pour Le Verbe Média. On peut te lire tous les 2 mois dans le magazine Le Verbe, dans la chronique Haut les cœurs, où tu t'intéresses à toutes sortes de sujets de la vie. Je tire à gauche, à droite. En haut, en bas. Je fais peu d'amis, mais c'est correct. Tu en fais des amis. Aujourd'hui, tu as préparé une chronique sur la marginalisation, parce que tu es aussi enseignante en anthropologie à tes heures, entre autres. à côté de ton travail d'animatrice de pastorale. Alors, la marge, c'est un concept qui t'intéresse au départ. Là, c'est pour ça qu'on tenait à t'inviter ici. Des fois, on l'a vu avec le parcours de Simon, on peut choisir volontairement la marge, mais des fois, c'est la marge qui nous choisit. Ouh. Oui, en fait... je te lance avec ça. Oui, je dirais que c'est vraiment plus comme animatrice de pastorale que je m'intéresse aux marges, parce que moi, d'amener les élèves aux différentes marges de la société, pour moi... c'est, je peux dire, un outil pédagogique, là. Le mot est forcé un peu, mais d'offrir ces expériences-là aux élèves, pour moi, c'est vraiment le cœur de ma pratique. Parce que justement, en mettant ces élèves-là qui sont privilégiés dans un collège privé, là, on doit le dire, en contact avec des gens qui ont des parcours de vie différents, bien, ça n'a pas le choix de les interpeller puis de les amener vraiment à cheminer puis à vivre une expérience là, qu'on peut prétendre éventuellement spirituelle, parce que ça les amène à remettre en question le sens qu'ils donnent à leur vie, le regard qu'ils portent sur le monde. Le mal, la souffrance, etc. Puis, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, j'ai lu le livre de Simon, je l'ai beaucoup apprécié, mais c'est une réflexion qui m'est venue, c'est que quand même, comme tu l'as bien nommé, la plupart des gens qui sont dans le métier des vidangeurs, mais en fait,
certains l'ont choisi, mais pour la plupart, ça leur est comme advenu, si je peux dire, dans leur parcours de vie. Et le plus souvent, si être dans la marge, ça peut être un lieu de résistance. Pour la plupart, en fait, ça va être synonyme d'exclusion, de souffrance aussi. Parce qu'en général, en fait, la marginalisation, ça résulte de processus qui sont historiques, économiques, politiques. On a entendu, bon, il y a des gens qui contestent ça, mais quand on parle des personnes racisées, ça renvoie à ce processus historique où on a créé des races pour les classer, pour en créer une hiérarchie. Il y a toutes sortes d'inégalités qui, finalement, vont amener les gens dans les marges. Donc, les gens dans la marge, en général, pour les gens qui sont au cœur du système, qui sont dans la norme, vont être vus comme des personnes non seulement anormales, mais aussi déviantes, voire même dangereuses. Il y a un concept qui est utilisé dans le livre de Simon, là, Ordure, journal d'un vidangeur, qui est emprunté au pape François. Oui! Ça a flashé là, quand on a lu ça, Valérie, toi et moi. De quoi s'agit-il? En fait, on parle de culture du déchet. C'est un terme qu'on a retrouvé dans l'encyclique Laudato Si, excusez mon latin. Puis donc, évidemment, il y a une dimension écologique à cette idée-là de culture du déchet. Puis une idée qui m'a beaucoup plu, là, puis dont j'ai essayé de discuter à mon mari. Il ne trouvait pas ça si passionnant que moi, mais bon, c'est la définition du déchet. Hein, comme quoi, autrefois, on créait du déchet à travers la production. C'était des rognures, des retailles. Mais aujourd'hui, finalement, on consomme du déchet. Puis moi, ça fait longtemps que j'ouvre mon réfrigérateur, puis que je vois souvent, en fait, c'est juste des déchets. Mon mari aussi va comme mission là, de manger des restes alimentaires dans le frigidaire. Mais avec le suremballage, là, c'est à chaque semaine, on rentre du plastique qu'on va jeter, qu'on va mettre au recyclage. Mais bon, quand on s'y intéresse, on le sait que ça va finir là, aux poubelles. Donc aujourd'hui, on consomme des déchets. La mode jetable, 70 % des vêtements de notre garde-robe ne sont pas portés. Le gaspillage alimentaire, on n'en parle pas. Même les appareils technologiques sont programmés pour avoir une durée de vie là, prédéterminée. Il y a eu un scandale en lien avec les imprimantes, etc. Donc oui, il y a véritablement... Ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, c'est conçu pour briser après tant de temps. Ouais, oui, et puis là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on pourrait vraiment mettre en place des lois qui interdisent tout ça. Là. Je veux dire, on a vu dans les dernières crises comment on peut contrôler les comportements des citoyens. Moi, je comprends pas pourquoi ces choses-là sont légales encore aujourd'hui. Cela dit, pour le pape François, la culture du déchet, ça va beaucoup plus loin que notre rapport aux objets. Parce qu'il parle de culture. C'est ça. Dans les dernières années, on a entendu parler de culture du viol. Fait que c'est aussi un peu dans cet esprit-là, culture du déchet. La culture, dans le fond, c'est une façon de penser, de vivre. Et notre rapport aux êtres humains est influencé par cette culture du déchet. En fait, on va évaluer la dignité des personnes en fonction de leur utilité, de leur autonomie, de ce qu'elles nous apportent. Puis quand ça ne fonctionne plus, ben on jette. On jette. Donc, c'est intéressant, je pense, de se poser la question à savoir quels sont les... Puis là, j'aime pas ça dire ce mot-là, là, parce que je pense pas qu'il y a des humains qui sont des déchets. Mais dans les représentations, à tout le moins, oui. Il y a un processus qui en font des déchets. Donc, le capitalisme là, crée de nombreux déchets humains. Puis une idée forte dans cette société capitaliste-là, c'est qu'on est responsable de notre propre sort. Puis ça, c'est quelque chose qui revient aussi là, dans ton livre. Hein. Les gens, ils disent, mais t'as juste à faire d'autres choses, t'avais juste à faire des études. Puis là, tu lui dis, ah, ben moi, j'en ai fait. Exactement. Puis il sait pas quoi faire, là. Donc, il y a cette idée forte comme quoi chacun est responsable de son sort. Puis la réussite, comme les échecs, finalement, ça impute à l'individu. Une statistique qui est intéressante, on parlait de mobilité sociale aussi tout à l'heure, selon l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, ça prendrait en moyenne 5 générations pour un enfant issu de la pauvreté pour atteindre le revenu de la classe moyenne. Puis là, on parle encore aujourd'hui. En France, ce serait 6 générations et selon les différents pays, là, c'est quantifié. Là, mais, puis on parle de ici, aujourd'hui. Là. Donc, ce que ça veut dire, cette statistique-là, c'est que ça ne suffit pas de vouloir pour pouvoir se sortir de notre condition matérielle, de notre condition de classe, là, pour utiliser un langage connoté. C'est extrêmement difficile, en réalité. Nos parents, au Québec, ont connu, une période de mobilité sociale importante, mais c'est fini, ça. C'est fini, en fait. Puis, ça a été un mythe
un idéal qui nous a nourris, là, mais finalement, en fait, sortir de sa condition, c'est très difficile. Valérie, tu dis que le capitalisme, ou du moins le système économique dans lequel on est aujourd'hui, génère des déchets, je mets des guillemets, des déchets humains, c'est-à-dire que des gens qu'on est prêt à rejeter, à jeter, à tenir, à considérer à laisser pourrir là, à considérer comme des sous-humains, même à certains égards. À quoi tu fais référence? Bien, un groupe de personnes auxquelles le pape François accorde beaucoup d'importance, c'est les migrants. Et puis, ils sont vraiment les boucs émissaires de notre époque, là. Encore cet automne, il y avait un candidat à la présidentielle américaine là, qui prétendait que ces gens-là mangeaient des chats et des chiens là, dans des banlieues de l'Ohio. Donc ça, c'est une façon de dépeindre ces gens-là comme étant une menace, de les déshumaniser, puis de les présenter comme étant la cause, finalement, de ce qui va faire basculer notre société dans le chaos. Puis bien sûr, je pense qu'il faut distinguer pour toutes sortes de raisons, là, les réfugiés, des gens qui ont un statut qui est conventionné par le droit international, des demandeurs d'asile, des immigrants économiques. Mais en réalité, quand on regarde le parcours de vie de ces gens-là, ils ont tous en commun d'avoir embrassé l'exil quand même, pour d'espérer une meilleure condition pour leurs enfants, entre autres. Exactement, exactement. Puis en fait, même ceux qui ont le statut de réfugié, qui est un statut quand même cher parce qu'il donne accès à toutes sortes de programmes et tout ça, bien, ces gens-là peuvent croupir vraiment longtemps là, dans des marges, dans des dépotoirs, là, souvent même physiquement, les camps de réfugiés, c'est insalubre, là. Il n'y a pas de service, les gens sont privés des droits élémentaires. Puis actuellement, il y a selon l'ONU, il y aurait 110 millions de déplacés de guerre ou de catastrophes naturelles, dont seulement 40 millions ont le statut de réfugiés, et la moitié d'entre eux ont moins de 18 ans, et 40 de ces 40 millions, finalement, vivent dans des camps de réfugiés. Et puis, concrètement, un camp de réfugiés, c'est un endroit où t'attends, qu'un pays t'accepte quelque part. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un grand camping, pas d'arbres, pas de piscine, pas de bingo, des toilettes surutilisées. Pas beaucoup de mobilité sociale dans le camp de réfugiés. Puis, entre autres, en Palestine, il y a des camps de réfugiés où on trouve des réfugiés de 3e génération. Au Rwanda, où vous m'aviez envoyé, il y avait des réfugiés congolais où il y avait des 2e générations. Donc, les gens sont nés là, ils n'ont pas connu autre chose. Et qu'est-ce qu'on leur réserve comme avenir? Bien, l'avenir nous le dira. Est-ce qu'il y a des collègues qui sont issus de l'immigration dans ton milieu de travail, dans le milieu des vidanges? C'est une particularité québécoise. Il y en avait peu ou pas. Mais là, effectivement, il y a beaucoup de gens de la diversité qui viennent. La raison pour laquelle, selon moi, c'est qu'ils avaient bien compris le code social, qu'un vidangeur, c'est pas une belle ascension sociale. Puis lorsqu'ils venaient ici, certains m'ont dit, je veux pas faire ce que je pouvais faire ici. Je vais essayer. Ils voulaient essayer de briser peut-être la chaîne dont tu parlais. Mais éventuellement, ils finissent par, parce que c'est quand même un bon travail, puis ils ont peu de portes qui s'ouvrent à eux, alors ils vont, t'sais. Mais ils vont avec une très grande détermination, puis souvent un vouloir là, qu'on connaît peu même chez les gens, les locaux, disons, des gens qui sont ici depuis longtemps. Là. Une autre catégorie de laissés pour compte, Valérie? Bien, on a les travailleurs étrangers temporaires. On reste dans le registre de la migration, mais je trouve ça vraiment important de les nommer parce qu'on parlait des travailleurs essentiels. Mais pour moi, là, le gouvernement veut limiter ça, mais quel impact ça aura sur notre système? Parce que, comme on le montre bien, ces gens-là portent à bout de bras le milieu agricole, mais aussi l'industrie agroalimentaire. Ils sont embauchés dans les agences de santé, vont se rendre dans les résidences et tout ça. Donc, c'est des gens qui travaillent ici souvent depuis des années, mais à qui on n'accorde finalement aucun droit. Donc, c'est ça. En leur absence, la société s'effondre. Bon, il y en a d'autres. Oui. Moi, j'ai habité longtemps en centre-ville, puis j'ai remarqué dans les dernières années à quel point les tensions ont augmenté. C'est en lien avec, évidemment, les personnes en situation d'itinérance. Depuis 2018, il y aurait 40 plus de personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est pas parce que l'Aubrivière a déménagé dans le quartier Saint-Roch à Québec que là, soudainement, on a l'impression qu'il y en a plus. Là. Il y a un véritable problème. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il y a des risques sociaux, évidemment. L'augmentation des loyers, ça fait beaucoup jaser, là, mais je disais que le coût moyen d'un loyer d'une chambre à Montréal, c'est 1 600 $. Donc, on est loin du 500 $ là, que notre cher premier ministre là,
prétendait que c'était le coût d'un loyer. Ça fait longtemps, mais quand même, ça marque l'écart entre la perception des élites et la réalité. Pénurie de logements abordables. Il y aurait 23 des gens en situation d'itinérance pour qui l'expulsion du logement aurait été le déclencheur. Donc, c'est des gens qui pouvaient avoir un métier, un certain confort, en tout cas une certaine stabilité. Puis à partir du moment où ils doivent quitter leur logement abordable, ils ne sont pas en mesure là, de s'en trouver un autre. Et puis, dans le milieu, semble-t-il, il y a comme la rumeur qui court là, que vous et moi, que tout le monde, on est toujours à 3 événements d'être dans la rue. On peut penser à un divorce qui amènerait à développer des problèmes de consommation, à perdre un emploi, un accident de travail, une personne là, qui travaille dans des conditions difficiles, mais qui n'a pas d'assurance invalidité, par exemple. On peut se blesser au travail, encore une fois, peut consommer, perdre son logement, etc. Donc, c'est des facteurs de risque qui peuvent avoir de l'air appartenir à l'individu. Tu avais juste à te construire une vie meilleure. Mais en fin de compte, on est tous vulnérables et fragiles. Là. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Il nous reste 2 minutes, Valérie. OK. On va devoir conclure. Oui. Qu'est-ce qu'on peut répondre, nous, simples citoyens lambda, là, à la culture du déchet dont tu parlais un peu plus tôt? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse? Bien, je pense que tout d'abord, on doit se laisser interpeller. Parce qu'on a tendance à refuser de s'identifier aux marges. Hein. On va voir justement, à cause du processus de déshumanisation, on les trouve anormales, on pense qu'elles ont fait des mauvais choix, puis que nous, on est très bons, on fait des bons choix pour nous. Mais premièrement, se laisser interpeller, être empathique et peut-être justement accepter que cette fragilité-là n'appartient pas qu'à ces personnes-là, mais qui fait partie de la condition humaine. Et à ce moment-là, tu sais, on disait, on a très peu d'intellectuels vidangeurs, là, on en a un finalement. Mais tu sais, les gens dans les marges, en général, sont trop occupés à survivre. Tu sais, défendre ses droits, s'associer, ça prend des connaissances, ça prend des compétences, du temps, de la liberté. Tu l'as vu, ça, quand tu as essayé de syndicaliser ton milieu? Tu as constaté ça, que les gars, les filles autour de toi, ils étaient occupés à survivre? Non, oui. Il était vraiment pas dans cette dynamique-là du tout. Là, de militer? Du tout. Fascinant. Fait que, c'est le cas des personnes en situation d'itinérance, des personnes handicapées aussi, là, que là, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est des gens aussi qui sont vraiment mis aux marges du système, là, puis une personne... Avant même de naître, des fois, là. Oui, c'est ça, exactement. Donc, je pense que c'est à nous qui avons les moyens d'essayer de prendre acte puis de faire des meilleurs choix, tu sais, chacun dans nos secteurs, chacun dans notre milieu, puis d'accorder aussi du respect. On parlait de violence symbolique. Bien, accorder du respect à son prochain, bien, je pense que c'est à la portée de tous, là. Valérie Laflamme-Caron, on peut te lire avec délectation dans chaque magazine Le Verbe tous les 2 mois. Rien de moins. J'exagère même pas. Dans ta chronique Haut les cœurs, et on peut te voir à l'occasion aussi à On n'est pas du monde. Merci beaucoup. Merci. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. James Langlois, journaliste pour Le Verbe Média, bonjour. Salut. James, tu écris régulièrement dans le magazine. D'ailleurs, dans celui qui vient de sortir, tu as signé 2 excellents articles. Mais quand on préparait cet épisode sur la marge, rapidement, on est venu à l'idée, à la conclusion qu'il fallait que tu sois sur le plateau au moment de l'enregistrement. Parce que, oui, tu as vécu dans la marge, tu as été parfois marginalisé, d'autres fois, c'est toi qui t'es auto-marginalisé. Tout ça a commencé même avant que tu vois le jour. Oui, bien, c'est parce que je suis né dans un contexte socio-économique, un milieu populaire du nord en banlieue de Québec, Val-Bélair, où mon père s'est investi assez rapidement dans le milieu criminel, la vente de drogue. Puis ça, c'était comme un sideline, comme on dit au Québec, là, parce que lui, son but, c'était de devenir cascadeur. Donc déjà, en partant, mon père, il avait un côté un peu original, duquel j'ai peut-être hérité d'ailleurs, ça, c'est une autre question. Mais t'as un côté casse-cou un peu. C'est ça. Mais bref, il est décédé. Mon père et mon parrain, qui était son frère, sont décédés les deux dans la guerre des motards qu'il y a eu à Québec au début des années 90. Donc déjà, on pourrait dire milieu socio-économique qui était un peu déjà à la marge. Moi, quand je regardais la vie de mes amis à l'école, tout ça, plus tard, il n'y en a pas beaucoup dont leur père avait été assassiné par les Hells. Fait que j'ai vécu un bout de temps, début de ma vie, d'1 an à 7 ans en famille d'accueil.
relation avec ma mère un peu tumultueuse à cette époque-là, même si je suis retourné vivre avec elle à 7 ans. Et toutes sortes de milieux aussi familial, dysfonctionnels à certains égards, qui m'ont amené un lot de souffrances qui, au début de l'adolescence, m'ont amené aussi à me poser des questions existentielles sur le sens de la vie. Bon, moi, je sentais des grandes aspirations en dedans de moi sur être heureux, c'est quoi un être humain, c'est quoi les grandes potentialités de l'être humain. Mais tout ce que je voyais autour de moi ne correspondait pas vraiment à ces aspirations-là. Et j'ai été, d'une certaine manière, élevé dans une certaine foi culturelle, là, comme beaucoup encore de jeunes Québécois de ma génération, baptisés, initiation sacramentelle à l'école, etc. Mais quand est arrivé le début de l'adolescence, cette souffrance-là, ces questionnements existentiels m'ont amené à développer une espèce de révolte contre Dieu parce que je me disais, si Dieu est un être qui existe et qui dit m'aimer, bien, ça doit être un sadomasochiste, finalement, s'il me laisse souffrir tout ça. Donc, j'ai commencé à me révolter un peu contre lui. J'ai senti une fermeture. Puis, paradoxalement, c'est ça, je suis rentré dans cette espèce de quête existentielle vraiment profonde sur le sens de la vie, la vérité. Et j'ai commencé aussi à avoir un idole, Marilyn Manson. Marilyn Manson qui m'intéressait parce que je trouvais qu'il avait l'air à déranger les gens. Il avait l'air à faire des choses ou à dire des choses qui dérangeaient. Donc je me chanteur rock, là, polémique, qui brisait toutes sortes de codes, ça, très anti-chrétien. Donc moi, je me dis, qu'est-ce qui fait qu'il dérange autant les gens qui autant, je dirais, en marge, tu sais. Puis là, je me suis mis à m'intéresser à lui. C'est devenu vraiment un idole au sens propre du terme. Mais, par contre, c'est ça, il m'a emmené à me questionner puis à me rendre compte que moi, dans le fond, ces questionnements-là m'emmenaient à avoir un regard sur le monde qui n'était pas partagé par tous. Et déjà là, je me sentais comme déjà en retrait, décalé par rapport aux gens qui m'entouraient. Société que je trouvais dans une espèce d'aliénation ou de conformisme où tout le monde faisait ses petites affaires, métro, boulot, dodo, puis je me disais, il me semble, il y a plus, tu sais, puis lui faisait ça un peu comme un Socrate, bon, à sa manière, là. Ce qui fait que je suis... Un prophète. Ouais, c'est ça, d'une certaine manière. Et je suis rentré dans l'adolescence, finalement, avec ces questionnements-là. Puis, un prophète, mais quand même un peu nihiliste, ou en tout cas, il y a une idée punk aussi derrière ça, de no future, qui traverse cette pensée-là aussi, oui. James, non? Et qui t'a atteinte. Qui m'a atteinte, mais c'est ça, est demeuré malgré moi cette espèce de quête de bonheur que durant l'adolescence, j'ai assez... Bon, évidemment, l'adolescence, c'est la période clé pour avoir des questionnements existentiels, se chercher, se forger une identité. Et ça m'a emmené, entre autres, à chercher... Je suis tombé dans la scène punk hardcore quand j'étais adolescent. Un milieu très fort, aussi très communautaire, où on se forge une identité du marginal. Finalement, ça devient propre parce qu'on entend beaucoup de phrases comme « on est seul dans ce monde et on est fier d'être marginaux ». Tu sais, je le dis en français, là, je traduis des paroles de chansons, mais voilà, c'est comme une espèce de glorification, une haine, c'est-à-dire il y a vous, puis il y a nous, puis nous, on s'auto-congratule dans cette posture-là d'être contre le monde. Donc, c'est nous contre le monde, mais il y a aussi, comme tu le dis, il y a une communauté punk avec ses codes, avec ses normes internes, oui, finalement. Tout à fait. Donc, quelque chose de très marginal devient très, finalement, codifié, mais sous un autre rapport. Exactement. Donc, t'as embarqué là-dedans, t'as embrassé ça à fond. Oui, ça a été très important dans ma vie, avec un sentiment de fraternité aussi qui venait avec ça. Mais ça c'est pas... ma quête a continué, puis je suis rentré au cégep, mais très désillusionné au point où je pensais, de manière très nihiliste, je pensais au suicide, puis je voyais pas le sens de l'existence. Mais j'ai continué de chercher, et j'ai même apostasié au cégep. Je me suis auto-exclu de l'Église formellement, en disant que je ne voulais plus être considéré comme catholique. Et puis, donc, c'est une autre forme de marge. Tu t'es mis en marge de l'Église. De manière officielle, ce que beaucoup de monde pense déjà, je dirais, en esprit. Mais tu as été conséquent, tu es allé au bout de la patente. Hein. Mais paradoxalement, 6 mois plus tard, je commençais à aller à la messe. Puis c'est comme ça, bon, toutes sortes de réflexions philosophiques, culturelles qui m'ont amené à me réintéresser à l'héritage judéo-chrétien du Québec. Et j'ai rencontré un groupe de jeunes garçons à un moment donné qui cheminaient pour devenir prêtres et religieux dans un couvent, qui avaient à peu près mon âge, qui passaient leur journée à lire la Bible, puis à prier, puis à parler de théologie. Puis là,
J'étais là, qu'est-ce que c'est ça? C'est une autre sorte de punk, ça? Ah oui, tout à fait, une sorte de punk qui existe presque de moi, qui n'existe pas beaucoup dans le monde aujourd'hui. Mais bref, après avoir fraternisé avec eux, avoir discuté dans une démarche un peu philosophico-rationnelle, j'ai décidé de réintégrer l'Église catholique officiellement à 14 mars à mon 21e anniversaire en 2011. Puis ça s'est soldé par une expérience spirituelle très forte dans un monastère où je me suis mis à genoux, j'ai demandé la foi, puis ce cœur que j'avais fermé au début de mon adolescence, qui s'était révolté contre cette image de Dieu, c'est comme réouvert. Et là, j'ai vraiment senti une présence très forte, aimante, qui est revenue en moi. Puis ma vie a complètement basculé à partir de ce moment-là. Et voilà, donc j'ai commencé à devenir chrétien. Mais ça ne s'est pas arrêté là, ce n'était que le début. Puis j'ai même travaillé plus tard dans mes premières années comme cocher dans le Vieux-Québec. Une expérience de travail qui était, comme chrétien, qui était absolument... On parlait des éboueurs, là. C'était un monde très similaire, avec beaucoup d'anciens criminels, des étudiants en philosophie. Bon, c'est un autre monde parce que c'est plus pas du divertissement, mais du tourisme, là, à but lucratif, mais quand même. Voilà, ça a été une expérience marquante aussi de me rendre compte que j'étais en révolte aussi dans mon histoire par rapport au monde extérieur. Puis même comme chrétien, il y a ce danger, hein, dans l'Évangile, surtout Saint Jean parle beaucoup du fait d'être dans le monde, puis on doit se méfier du monde comme chrétien, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Puis moi, je me rendais compte qu'à cause de ma vie familiale, tout ça, j'étais en révolte profonde contre le monde parce que j'étais blessé. Au fond, j'avais pas une vie comme j'aurais voulu l'avoir. Moi, quand j'étais jeune, j'aurais voulu avoir une vie de famille normale, puis j'enviais ça. D'ailleurs, j'interviewais récemment Emmanuel Pierrot, puis elle disait la même affaire. Elle dit, moi, j'ai pas choisi d'être punk marginal, c'est venu comme ça. Puis, donc, il y a ça, puis ma relation avec ma mère, donc une révolte contre la vie de famille, contre la femme, contre le mariage, tout ça. Puis dans cette espèce de vie concrète avec les chevaux dans le Vieux-Québec où, tranquillement, dans ma relation à Dieu, il m'a montré que je devais me réconcilier avec tout ça. Puis, finalement, c'est comme ça que je me suis senti appelé à me marier, à avoir des enfants, parce que je pouvais pas... C'est ça qui est beau. Le chrétien est appelé... On le dit, le titre de l'émission, c'est « On n'est pas du monde ». Le chrétien, il y a un auteur, une lettre célèbre dans le christianisme qui s'appelle la lettre à Diognète, où il parle du fait que les chrétiens sont appelés à être dans le monde, mais pas du monde. Et je pense qu'en ce sens-là, dans le christianisme, il n'y a plus cette opposition entre marginaux, conformistes. Il n'y a plus, Saint Paul le dit, il n'y a ni juif ni païen, il n'y a ni riche ni pauvre, ni esclave ni homme libre, etc. On est tous sur le même pied d'égalité devant Dieu. Mais si on veut jouer avec cette grille de lecture-là, dans un sens, les chrétiens sont peut-être les plus marginaux de tous. Ah ouais, tu m'étonnes parce que là, finalement, après une vie, disons, à galérer un peu partout, à même aller jusque dans les écuries de Giard, que tu cites d'ailleurs dans ton livre. Tu t'es rangé, entre guillemets, tu es devenu un père de famille qui vit en banlieue. Ça, moi, j'ai toujours... un bungalow, deux voitures. J'ai toujours exécré ça quand j'étais plus jeune, mais c'est ça, mais dans le fond, ça n'a pas d'importance, les choses extérieures, qu'est-ce qu'on fait, parce que, comme le dit la lettre, les chrétiens, ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent faire les choses ordinaires, mais ils s'habillent comme tout le monde, ils mangent comme tout le monde. Mais c'est dans quel état on le fait, puis avec quel esprit on le fait véritablement, parce que même quand tu es marginaux, tu peux, puis c'est ça que je disais, je l'ai vécu, on peut s'auto-congratuler dans une posture de marginaux, puis s'auto-engendrer là-dedans. Puis même comme chrétien, on peut être chrétien de manière identitaire. Moi, je suis le bon chrétien qui est contre le monde, etc. Mais ça c'est pas l'esprit ultime dans lequel le Christ veut nous placer, qui est un esprit de liberté profonde. Et je pense que ultimement, c'est vraiment ça à quoi on est appelé comme chrétien. Mais comme toute personne, même que les gens soient dans l'Église ou pas, l'Esprit Saint peut leur donner cet esprit-là aussi. Je te voyais opiner, Simon, ça te rejoint, ce témoignage? Ben, en fait, je pense qu'il y a quand même beaucoup de résonance dans nos histoires, puis l'ouverture au monde, le regard qu'on a, crée, dans le fond, un pont. Un pont, c'est ça que je voyais dans ton discours. Je trouve ça super beau. Là. Je trouve que c'est un beau... En tout cas, merci de partager ton témoignage. Je trouve que c'est riche. Je t'en prie, puis tantôt, tu disais, moi, je suis en paix par rapport aussi à mon passé. Bien, c'est ça, finalement. C'est de se laisser réconcilier avec tout ce qui habite notre vie parce qu'on se définit beaucoup en opposition à ce qui nous a blessés, puis c'est ça le danger, en fait. C'est ça qui nous place dans la marge, beaucoup. James Langlois, journaliste pour Le Verbe Média, merci infiniment. Je t'en prie.
Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@verbe.com. C'est déjà tout pour cet épisode, mais avant de se quitter, allons-y avec quelques suggestions culturelles. James Langlois, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Bien, tantôt, je parlais de mon expérience que j'ai vécue comme cocher dans le Vieux-Québec. Moi, j'aurais écrit un livre là-dessus, mais en fait, il y a un de mes collègues qui l'a fait. Il t'a devancé. Il m'a devancé. Ça s'appelle Le Mort aux dents. Ça a été écrit par Vincent Larose-Piché aux éditions du Crescendo. Moi qui ai vécu, peut-être que j'ai un parti pris, mais j'ai dévoré ce livre-là. C'est une incursion, un peu comme tu as fait, Simon, mais dans le milieu d'industrie de la calèche, dans le Vieux-Québec, à Montréal. C'est fascinant, là, ça nous dissèque ce monde tout à fait alternatif des cochers, qui est un monde parallèle en soi, rempli d'excentricité. Moi, j'ai vraiment aimé lire ce livre-là. Ça s'appelle Le Mort aux dents. C'est sorti l'an passé, en 2023, aux éditions Crescendo. Merci, James. Valérie, tu as une suggestion pour nous? Oui, un de mes essais, en tout cas d'ouvrages journalistiques préférés, c'est Nomadland de Jessica Brugger, il me semble, où elle s'en va à la poursuite des nouveaux nomades aux États-Unis, qui sont en fait des travailleurs retraités qui se déplacent en minivan pour occuper des emplois saisonniers, entre autres dans les entrepôts d'Amazon, dans le monde agricole, etc. Puis il y a un film qui a gagné un Oscar qui a été tiré là, de ce livre-là, puis c'est vraiment excellent. Merci Valérie, et moi je vous suggère chaudement ce livre aux éditions Luxe, signé par Simon Paris-Poupard, qu'on avait la joie de recevoir aujourd'hui. On n'est pas du monde. Ça s'intitule Ordure, journal d'un vidangeur. Ça vient tout juste de paraître et c'est excellent. C'est un mélange d'expériences très concrètes du monde, du ramassage des ordures et d'une analyse, une fine analyse sociologique de ce milieu-là. Et j'en profite pour remercier Simon d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Simon. C'est un grand plaisir. Merci aussi à Barthélémy Rieu et Marianne Martin à la technique. Je remercie également mes collègues Frédéric Bérubé et Marie Laliberté à la recherche. L'émission que vous venez d'écouter, On n'est pas du monde, est produite par Le Verbe Média, qui produit aussi toutes sortes d'autres contenus, des magazines, un site web foisonnant. Vous pouvez consulter tout ça en allant sur leverbe.com. Il y a lieu aussi de s'abonner à nos publications en allant sur ce site-là. Tout est gratuit, donc n'hésitez pas à en profiter. On est aussi sur tous les médias sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.